200 ans après sa mort, il nous regarde, ressuscité par l'intelligence artificielle. Napoléon l'influenceur, un mot d'aujourd'hui pour dire l'épopée d'un pionnier de la propagande. En se créant une silhouette, en imposant son image grâce aux artistes, le petit Corse qui a gravi tous les échelons de l'armée a écrit sa légende jusqu'à devenir l'empereur des Français. Le souci de Napoléon, c'est l'image. Cette image-là est figée, c'est un canon. Il faut représenter Napoléon tel que lui-même l'a voulu. En fait, il ne montre que les photos qui sont suffisamment photoshopées et qui correspondent à l'idée qu'il en a. Napoléon est, on peut le dire, l'inventeur des méthodes de communication modernes. Je crois qu'il n'a pas de goût esthétique pour les arts, mais il comprend très fortement leur utilité. Nous allons vous raconter comment Napoléon, obsédé par sa postérité, a méthodiquement construit le récit de sa gloire. On y va ? Allons-y. On doit s'imaginer, on est le... Au gré de ses conquêtes, il a pillé des chefs-d'œuvre pour faire de Paris la nouvelle Rome et contrôler comme jamais le monde intellectuel. Napoléon disait qu'il avait 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Héros romantique ou despote sanguinaire, l'Aigle a fasciné des armées d'artistes, y compris après sa mort. De Rodin à Salvador Dali, tous ont succombé au mythe et le cinéma en a fait une superstar. Napoléon Bonaparte. Are you mad? Do you realize that I'm the best general in France? Parlons de mon sacre. Ce sera le 2 décembre à Notre-Dame de Paris, avec la bénédiction du pape. Icône mondiale, Napoléon a inspiré les plus grandes stars de la pop, comme le groupe ABBA. On a utilisé la métaphore de Napoléon qui capitule à Waterloo pour notre histoire d'amour. Et on a gagné l'Eurovision. Et par conséquent, on a pu conquérir le monde. Tout est grâce à Napoléon. Absolument tout. Homme de pouvoir à l'héritage discutable, Napoléon a mis en scène son ascension comme sa chute. Voici l'histoire d'un homme qui a entremêlé comme personne l'art et la politique. Au commencement était Bonaparte. 1796, à peine nommé général, le jeune Corse de 27 ans part à la conquête de l'Italie. Une campagne militaire, mais aussi de communication. Pour comprendre, rendez-vous dans l'hôtel très particulier d'un fou de Napoléon. Il y en a qui se prennent pour Napoléon, moi j'en suis pas encore là. Donc je m'appelle Bruno Ledoux et je suis entrepreneur. Depuis 25 ans, l'ancien propriétaire du journal Libération amasse tout ce qui touche à Bonaparte. Voilà, c'est des objets assez personnels. Celui qui, moi, m'impressionne le plus, c'est juste cette petite boîte en écaille. Alors, Napoléon avait ça dans sa poche. Et il y a encore le réglisse. Bonaparte fascine depuis 2 siècles, et c'est exactement ce qu'il a voulu, dès le début. D'abord, en façonnant sa silhouette. Là, vous avez ce qu'on considère comme le premier portrait connu de Bonaparte. J'étais assez content de trouver ça, surtout je l'ai vraiment trouvé par hasard. Et ce portrait date de 1796, donc la campagne d'Italie. Il a une coiffure qui est complètement caractéristique de l'époque, post-révolutionnaire. Je crois qu'il était d'abord très ambitieux. Donc, et il était très conscient de son niveau. Le jeune Bonaparte comprend très vite que pour être grand, il faut se montrer grand.
et faire savoir que l'on est grand. Il va façonner un personnage très tôt. Et en même temps, ce qu'il découvre en Italie, il le savait déjà par les grands auteurs, c'est l'importance de la sculpture, de la peinture, etc., pour assurer sa gloire. 1797, le jeune général lance sa conquête par l'image. La bataille du pont d'Arcole en Italie n'est pas son succès, mais le devient grâce à ce tableau, signé Gros. D'abord, ce n'est pas Bonaparte qui était sur le pont d'Arcole, lançant les troupes. Au départ, c'est Augereau. Et Augereau va être poussé progressivement vers la sortie. Et puis, il y a la réalité. C'est que Bonaparte est tombé du pont d'Arcole, est tombé dans l'eau et en est ressorti mouillé. Plouf! C'est dans la boue, dans le marais, dans la vase. Aïe, 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 c'est pas beau ça. Comment représenter ça? Dès lors, on inverse la situation. Il est représenté avec le drapeau tricolore et marchant comme ça, droit devant. Et au moment d'être représenté, il a l'idée géniale de tourner la tête. Étonnant ça. Celui qui va vers l'avant tourne la tête vers l'arrière. Mais pourquoi? Et parce qu'il est le premier. Comment montrer qu'il est devant tous les autres? Mais regarde, suivez-moi les gars. Vous voyez, ça c'est un moment magique de dire « je veux me représenter moi comme le symbole de l'armée ». Il n'y a même plus besoin de soldats. L'armée, c'est son chef et son chef est devant. Mais pour parfaire sa silhouette, l'influenceur va avoir une idée décisive et faire d'un simple chapeau son logo. Donc ça, c'est un des bicornes donc, de Napoléon. C'était de la peau de castor. Et c'était fait par un chapelier qui s'appelait le chapelier Poupart. En fait, c'est très sec, parce que la peau de castor, elle sèche. Elle a séché avec le temps. Souvent, dans les bicornes de Napoléon, il est abîmé à ce niveau-là, parce qu'il le retirait, il l'arrachait. Voilà, donc ça, c'est mythique, puisque dans les champs de bataille, on repérait cette silhouette qui était donc unique. Et on savait que quand Napoléon était sur un champ de bataille, le camp adverse était quand même très inquiet. Ce chapeau, c'est un coup de génie marketing, c'est un logo. En fait, c'est un des logos le plus connu au monde. Il y a le port du bicorne, extrêmement important. Il va le porter en bataille, c'est-à-dire avec les pointes sur le côté, et non pas en colonne, comme le font la plupart des officiers, avec les pointes donc en avant, en arrière. Lui, il le retourne, il le porte plutôt à la bourgeoise, dans le même sens que les épaules, et il en ôte tous les ornements. Quand il apparaît tout simple, sans aucun ornement véritable, dans un simple uniforme de colonel, avec ce chapeau qui ne ressemble à celui de personne d'autre, on ne voit que lui. Et là, c'est une victoire que l'on peut lui accorder sans souci. Il a réussi à imposer sa silhouette. Pour accroître son prestige, le jeune général se mesure aussi à la plus belle civilisation du monde. La fameuse campagne d'Égypte n'est pas un succès militaire, mais Bonaparte y peaufine son statut de héros avec un autre atout dans sa manche, son sens de la formule. Soldats, du haut des pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. Napoléon était un péroreur invraisemblable. Il était excellent orateur et il mélangeait très bien l'agressivité, le charme, la gentillesse, les larmes. Napoléon avait un côté personnage d'opéra, hein. Quelqu'un qui mélangeait deux langues en permanence, l'italien et le français, qui d'ailleurs s'énervait en italien et qui faisait des scènes, comme le général de Gaulle d'ailleurs. Il y avait une Zaza Napoli en Napoléon. En Égypte, Bonaparte n'a pas emmené que des soldats. Pour la postérité, l'expédition restera comme une incroyable aventure scientifique et artistique. On est toujours surpris, lorsqu'on étudie l'expédition d'Égypte, de voir qu'elle est surtout sur des bateaux chargés de savants, d'artistes. Il y a là aussi bien Monge, Berthollet, Dolomieu, Comté, l'inventeur des crayons, Geoffroy Saint-Hilaire. Il y a même un poète, Perceval de Grandmaison. Il y a un peintre de fleurs, redouté sans doute pour peindre la végétation d'Égypte. Il y a même un pianiste. L'idée de pouvoir constituer cette commission et d'emmener ces savants dans des conditions quand même de voyage qui allaient être difficiles, était aussi une marque d'intérêt profond de la part de Bonaparte dans cette quête de savoir. Les petites mains de Bonaparte
répertorie l'art égyptien dans un livre resté mythique. La description de l'Égypte. Plus tard, il piochera dans ses références antiques pour construire sa légende. Après l'Égypte, plus rien n'arrête l'ascension de Bonaparte. À 31 ans, il est désormais premier consul, le chef de guerre, se mue en chef d'État. Mais il pense déjà au coup d'après et commande une toile qui va asseoir son mythe. Elle se trouve aujourd'hui au château de la Malmaison, la demeure acquise par Joséphine, son épouse, et où Napoléon séjournait régulièrement. Elle reçoit dans son salon de musique, au son du pianoforte et de la harpe. Tandis que celui que l'on surnomme l'Aigle travaille lui dans son bureau, face à sa bibliothèque signée Percier et Fontaine et son fameux globe céleste. À l'étage, voici la chambre de Napoléon, où l'Aigle a mis le tigre à ses pieds. Mais la pièce maîtresse se trouve au bout de ce couloir. Ce portrait, commandé au peintre David, n'a qu'un seul but. Au-delà du chef de guerre, au-delà du chef d'État, propulser Bonaparte dans l'histoire. Il y a une sorte d'idéalisation dans ce tableau, c'est-à-dire idéalisation par rapport à la jeunesse du visage. David a moins cherché la ressemblance en tant que telle que l'expression d'un héros, véritablement. Et puis, on s'aperçoit qu'on est un petit peu loin de l'histoire, il faut bien l'avouer, parce que même si Bonaparte a voulu être représenté sur un cheval fougueux, Bonaparte n'a absolument pas franchi le col à cheval, il l'a franchi sur ce qui était beaucoup plus sûr, sur un dos de mulet, puisque en réalité, les escarpements ne rendaient la chose plus difficile. Voilà. Donc, on a vraiment tous les éléments pour faire de ce tableau une œuvre de propagande par l'image qui est absolument indéniable. Qu'a-t-il écrit en bas sur les rochers? Il y a des inscriptions. Alors, effectivement, il y a l'inscription d'abord de Bonaparte, et puis deux inscriptions, Hannibal et Carolus Magnus. Charlemagne. Charlemagne. Tous ces éléments renforcent l'assimilation de Bonaparte immédiatement comme une référence dans la galerie des hommes illustres de l'histoire de France. Faut que je réponde sincèrement? D'accord. Quand je vois le col du Grand Saint-Bernard, ça me dit que ça révèle tout le mauvais goût de toute forme de propagande artistique pour la politique. C'est-à-dire que c'est une peinture moi je trouve assez ridicule. Elle est très éloignée de l'épisode. D'ailleurs, une représentation picturale existe aussi de la véritable histoire, c'est-à-dire qu'il a traversé le col du Grand Saint-Bernard à dos de mulet. La disproportion de la force, de la puissance, on va dire l'aspect métallique quasiment de la peinture, dit tout de l'austérité et de la méchanceté du pouvoir et en grande partie de Napoléon. C'est le chef-d'œuvre de la propagande, tout est faux et tout est magnifique. Le comble du faste et de la propagande est atteint le 2 décembre 1804. Le général Bonaparte devient l'empereur Napoléon Ier. Et il va faire de Notre-Dame le théâtre d'une superproduction millimétrée. Bonjour. Bonjour. Hop, tout ça. Tenez votre kit. Vous changez là? Oui, merci. Mais avant de retourner dans les coulisses de cette gigantesque opération, il faut d'abord se protéger du plomb. Oups! La cathédrale est encore en plein chantier, 2 ans après l'incendie qui l'a en partie ravagée. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à y pénétrer. Bonjour.
tableau le plus regardé au Louvre après la Joconde, c'est le Sacre de Napoléon. Ce Sacre de Napoléon, il pose un certain nombre de questions, d'interrogations. D'abord, il est faux. C'est Napoléon en train de raconter son histoire. C'est pas Napoléon vivant cette histoire. Et le tableau est formidable, c'est là aussi comme un résumé de la conception idéale de la société que voulait Napoléon. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, une hiérarchie très évidente, des représentants qui viennent du monde entier, parce qu'il y a, tiens, un ambassadeur turc ottoman. Mais en vrai, il n'était pas là. Encore un mensonge, mais c'est pas grave, faut qu'il soit là. Évidemment, au centre du dit tableau, la présence de Madame Mère, qui n'était pas à Notre-Dame le 2 décembre 1804, mais qui était à Rome. L'erreur la plus flagrante pour les contemporains, c'est la façon dont Joséphine a été outrageusement rajeunie. Joséphine, représentée très jeune, alors qu'elle a 41 ans, puisqu'on dit que c'est une des filles de David qui aurait posé pour la tête, pour le personnage. Il y a le geste du pape qui bénit le couronnement de Joséphine, alors qu'en réalité, il était simplement en train de prier. Et enfin, à un endroit, on aperçoit très nettement Jules César, qui évidemment n'était pas censé être là. Là, on a le début de ce grand mensonge qu'est l'Empire, mensonge au sens, une narration transformée par la propagande. Mais après ce sacre grandiloquent, des dissonances se font entendre en Europe. Napoléon Ier a-t-il oublié Bonaparte et les idéaux de la Révolution ? De l'autre côté du Rhin, un virtuose se sent trahi. Le jeune Beethoven venait de lui dédier sa 3e symphonie. Ludwig van Beethoven a 19 ans lorsque la Révolution éclate. Et comme jeune artiste, il est complètement conquis par ses idées libérales. Ils suivent avec grande passion la carrière de Napoléon Bonaparte. Ils le considèrent comme l'héros de la Révolution et le porte-parole des droits de l'homme. Et il a commencé en 1802 à composer sa 3e symphonie. Et il l'intitule Sinfonia Grande, intitolata Bonaparte. On peut imaginer le premier mouvement comme un portrait de Napoléon Bonaparte. Les 2 premières mesures sont comme un coup de canon. Comme ça. Est-ce qu'on peut jouer? Bien sûr. C'est trop long, premier violon. C'est wang, wing, bang, bang. C'est trop tôt, le clarinette. That was good. That was a good one. It's hard. Beethoven compose la symphonie en 2 ans. Le problème, c'est qu'à Paris, les choses vont beaucoup plus vite que la musique. Quand Beethoven apprend que Napoléon s'est fait proclamer empereur, il est furieux. Et il a dit quelque chose comme il est rien plus qu'un homme ordinaire. Il a changé sa dédicace à symphonie héroïque. Lorsque Napoléon devient empereur, il dit c'est fini. C'est fichu. On a fait de ça toute une grande histoire. On montre aujourd'hui une partition où Beethoven aurait carrément fait des trous dans le papier pour enlever le nom de Bonaparte. On sait que la rature est de Beethoven, mais que le trou est bien postérieur. Il a été fait pour appuyer la légende. Et après sa colère contre Napoléon, il n'a pas simplement changé la dédicace, mais la structure aussi. Au début, il a commencé avec une marche triomphale et il a changé le mouvement de la marche funèbre. Dans ce mouvement, Beethoven fait donc mourir Bonaparte, ce héros qu'il a tant déçu.
Quant à la marche triomphale prévue à l'origine, il va la recycler 3 ans plus tard. Beethoven va utiliser le matériel pour la marche triomphale dans la 5e symphonie. Et la 5e symphonie commence comme ça. L'empereur n'a que faire des critiques d'un petit musicien. Napoléon a désormais un objectif: faire de Paris la nouvelle Rome. Le centre du monde artistique, quoi qu'il en coûte. Alors il y a dans les campagnes de Napoléon un reproche qui lui a été adressé et que les pays ensuite vaincus ne lui pardonneront pas, c'est ce qu'on appelle le pillage des œuvres artistiques, dont le symbole a été les chevaux de Mars, enlevés à Venise et transportés en France et qui vont couronner l'arc du carrousel. En 1797, l'armée française envahit la République de Venise. Et les fameux chevaux qui surplombent la basilique Saint-Marc, qui sont des chevaux qui datent de la fin de l'Antiquité, vont être ramenés en France. Ils font à peu près 900 kilos chacun, donc ce sont quand même des pièces monumentales qu'il va falloir transporter jusque sur les rives de la Seine, jusqu'à Paris. Et ils vont être fixés ensuite au sommet de l'Arc de Triomphe du Carrousel. La France mène une politique de guerre en Europe. Mener une politique de guerre, ça veut dire aussi mener une politique de pillage. Tout le monde le fait, c'est absolument normal. Si vous êtes vainqueur, une partie de votre victoire est manifestée, concrétisée par le fait que vous vous emparez des trésors de l'ennemi. C'est open bar. C'est open bar. On se balade, on arrive, on dit tiens, ça je le veux, ça je le prends, ça on le ramène. Dans sa propagande, Napoléon impose l'idée qu'il a libéré ses œuvres du joug des monarques européens. Sur ce vase, commandé par l'empereur, les voici, filant tout droit au Louvre. Un tout nouveau musée, dirigé par un homme clé, Dominique Vivant-Denon. C'est vraiment le créateur de la politique culturelle. Et d'ailleurs, c'est pas anodin parce que la France est un des seuls pays du monde à avoir un ministère de la Culture. Donc c'est une vieille histoire qui date de Napoléon. Bonaparte va le nommer directeur du Muséum central, c'est-à-dire le musée du Louvre qui va être renommé musée Napoléon. Et c'est donc lui qui va contribuer par ses voyages à la suite des armées pour désigner les œuvres d'art qui vont enrichir ce fameux musée Napoléon. Au fil des conquêtes, le musée Napoléon s'agrandit donc sans cesse. Le public est invité à y admirer une collection inégalée, venue des royaumes d'Italie, d'Allemagne, de Prusse ou d'Espagne. L'empereur, lui, s'octroie des visites privées à la nuit tombée pour contempler au flambeau le fruit de ses victoires. Mais après sa chute, toutes ces œuvres devront être restituées. Toutes, ou presque. Face à la Joconde, voici le plus grand tableau du Louvre. Les Noces de Cana, chef-d'œuvre de Véronèse, prise de guerre de Napoléon. Les Noces de Cana faisaient sans doute partie vraiment de ses fiertés parce que ça faisait partie des tableaux les plus importants pris en Italie, dans une des villes les plus fascinantes, Venise, l'une des plus grandes patries artistiques au monde. Donc effectivement, c'était vraiment un grand morceau de bravoure en peinture, nouvelle perle de la collection impériale au musée du Louvre. C'est un tableau hors norme déjà par ses proportions. Lorsqu'on se met juste devant le tableau,
on voit que finalement on est tout petit. Les proportions sont en fait presque plus grands que réelles. C'est un tableau qui fait pratiquement 7 mètres de haut, c'est considérable, ça fait 70 mètres carrés. Et effectivement, face à ces géants, on se sent assez petit. Pour la transporter depuis Venise, la toile avait été pliée en deux, puis roulée. Au moment de la restituer, le directeur du musée Napoléon va habilement manœuvrer. Vivant de nom a argué du fait que vraiment c'était une chose qui n'était plus possible de faire. Autant on avait pu le faire en 1797, au moment où le tableau était sur sa toile d'origine, avait un support assez souple. Au Louvre, désormais, il avait été rentoilé, c'est-à-dire qu'on avait collé une nouvelle toile, une immense toile très épaisse au revers de la toile d'origine. Et donc ça rendait les manipulations beaucoup plus dangereuses. Cet argument a été considéré comme valable et effectivement, on a privilégié la piste d'un échange. En échange, Vivant de Nom propose ce tableau de Charles Lebrun. En secret, il fait estimer sa valeur 20 fois inférieure aux Véronèses, 1 million de francs de l'époque. Et voilà comment le Louvre a conservé l'un des plus beaux trophées de Napoléon. Ça n'est pas le seul en fait. On a les plafonds du Palais des Doges là, qui ont été emportés. Les deux là, ils viennent du Palais des Doges. Lesquels? Les deux grands. L'immense Jupiter foudroyant les vis là-bas, le grand ovale. Et Saint-Marc couronnant les vertus tout en haut là. C'est un plafond de Véronèse pour le Palais des Doges. Si certaines œuvres sont passées sous les radars, d'autres plus symboliques ont-elles filé au galop. Au sommet de l'arc du Carrousel, les chevaux de Saint-Marc sont partis, renvoyés à Venise dès 1815. Ceux qui y trônent aujourd'hui sont des copies. Une fois empereur, plus de limites. Napoléon impose son style partout. Dès le début de l'Empire, il ordonne la restauration du château de Fontainebleau. Sa salle du trône, il l'installe dans l'ancienne chambre du roi pour faire oublier les Bourbons. Et il fait remeubler ses appartements dans un style qui va entrer dans l'histoire. Le style Empire, comment le caractériser? Eh bien, c'est le retour à l'Antiquité. C'est ce qu'on a appelé le néoclassicisme. Il y a une forme de grandeur, de subtilité, d'exigence absolue dans le style Empire. Si vous démontez une commode Empire, le plaquage est impeccable, les bronzes sont magnifiques. C'est la perfection absolue. L'idée native du style néoclassique, c'est d'épurer les choses. Alors évidemment, quand on rajoute des plaquettes en or, en argent et en marbre sur le moindre objet, on est très très loin de l'intention initiale. Non, c'est un style très massif, sans aucune séduction, très martial aussi, qui est censé démontrer la rigueur. Donc le style Empire à l'image du reste, militariste. À mesure que son empire grandit, Napoléon devient de plus en plus exigeant. Il retoque rageusement des œuvres comme ce portrait de David, pas assez flatteur à son goût. C'est un portrait si mauvais, tellement rempli de défauts que je ne l'accepte point et ne veux l'envoyer dans aucune ville. En parallèle, il fait passer la propagande à la vitesse supérieure. D'assiettes en tabatière, c'est la grande campagne de communication. Le visage de Napoléon est partout parce que c'est un souverain et que c'est un souverain absolu. Donc lui-même organise une circulation massive de sa propre figure. Il y a quand même quelque chose qui a à voir avec le culte du grand homme qui est extrêmement important. Dans une nation qui ne sait pas véritablement, ou pas majoritairement, lire ou lire couramment, la représentation du pouvoir, la parole du pouvoir passe surtout énormément par les boutiques des marchands d'estampes. Ce sont des images très efficaces, réalisées souvent à chaud, et ces images sont affichées en vitrine. Imaginez, vous êtes un Français, une Française sous l'Empire, vous vous réveillez le matin, ouais, tout va bien, super.
Vous allez avoir, quand vous sortez de chez vous, des gens qui vous proposent des gravures où il y a l'empereur et puis il y a l'impératrice. Mais dès que vous allez quelque part, de toute façon, il y a sa tronche, elle est partout, elle est imprimée. Dès qu'il faut payer, vous sortez des pièces, ah bah, il est là, il est partout. La pièce de monnaie est un moyen direct de toucher toutes les couches de la société. Napoléon y est particulièrement attentif. La Banque de France qu'il a créée nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Celle de la grande salle des coffres, d'habitude inaccessible, pèse 2 tonnes. Dans ce coffre sous scellé, 14 kilos de pièces d'or frappées sous Napoléon, visibles uniquement sous l'œil d'un agent de sécurité. Et vous avez là l'or de Napoléon. En tous les cas, ce qui en est conservé à la Banque de France. Donc je vais retirer le petit blister qui protège ce sachet. Alors nous voyons Napoléon empereur, avec la face de l'empereur, couronnée de laurier. Un trésor estimé à 850 000 € et présenté au public à la Villette à l'occasion d'une grande exposition Napoléon. Dans un coffre blindé, évidemment. Ce coffre, comment ça va se présenter sans vous demander tous les détails? Bon, ça va se présenter sous la forme d'un verre blindé d'une épaisseur que je ne vais pas révéler, mais qui résisterait à toute chose que vous pourriez imaginer pour le casser. Plusieurs centimètres en tout cas. Mais le vrai secret de ces pièces, c'est qu'elles recèlent toute la dérive despotique du jeune Bonaparte à l'empereur Napoléon. Là, on va voir l'évolution des monnaies et de leurs dessins au travers et au cours du temps. Donc, l'évolution depuis le consulat jusqu'à l'Empire. On commence ici avec 1803, la création du franc germinal. Voici le profil du premier consul en 1803. 1805, ses traits s'affinent à sa demande. 1806, son visage devient celui de César. 1807, plus question de rester tête nue. Pour rajouter à la majesté de l'empereur et la référence à l'Empire romain, on rajoute une couronne de laurier sur le buste. Ce profil de César, Napoléon l'impose aussi sur les grosses médailles qui commémorent les événements de son règne. Ces médailles sont un outil de propagande parce que les sujets choisis sont évidemment des victoires. C'est toujours à la gloire de l'empereur, c'est-à-dire vous trouvez une médaille pour Austerlitz, vous ne trouvez pas pour Waterloo. Voici une médaille exceptionnelle jamais montrée au public. Napoléon l'a gardée dans sa collection personnelle en souvenir de sa conquête égyptienne. Un char, 2 dromadaires, 60 grammes d'or et beaucoup de références antiques. Il y a plusieurs raisons qui font que Napoléon va faire référence à Rome. La première, c'est tout simplement qu'il se voit comme le successeur des empereurs romains. Il se voit comme le successeur de Jules César. Il se voit comme un nouveau Constantin, comme un nouveau Justinien. Il y a un autre élément, c'est que tout simplement, il ne peut pas se rattacher au souvenir des rois qui l'ont précédé. Il n'est pas légitime, donc il tente de faire oublier, d'occulter les Bourbons. Et il doit rattacher sa légitimité à quelque chose, donc il puise dans l'Antiquité. Ce nouveau César utilise les beaux-arts pour faire la promotion de ses réformes. Au château de Fontainebleau, cette toile de Girodet vante l'instauration du Code civil. Ce tableau est commandé en 36 exemplaires pour pouvoir évidemment irriguer les 36 cours d'appel du Grand Empire. C'est placer sous les yeux des justiciables l'image de celui qui est la source du droit. Mais l'imagerie officielle cache parfois des secrets. La couronne de laurier masque une calvitie naissante. Le manteau du sacre, lui, maquille un certain embonpoint. Napoléon, on peut le dire, comme tout le monde, passé 40 ans, il commence à prendre un peu de ventre.
Il a perdu un peu des cheveux. Donc physiquement, il n'est plus le premier consul ou il n'est plus le général Bonaparte de l'armée d'Italie. Il a changé. En Angleterre, les caricatures moquent ouvertement ce Napoléon replé. Mais en France, seul un croquis pris sur le vif en témoigne encore. On sait que Girodet a eu accès le 13 avril 1812 au théâtre du Palais impérial de Saint-Cloud pour assister à une pièce qui s'appelle L'amant bourru, où Napoléon s'est endormi, et là, Girodet l'a croqué. On voit que Napoléon a grossi, qu'il est un petit peu bouffi, qu'il a vieilli tout simplement. Il est réveillé en plein milieu de sa sieste. Donc on a l'humain qui est vraiment saisi sur le vif et qui est différent de l'empereur idéalisé des peintures. Un empire idéalisé qui tire sa légitimité des temps anciens. Telle est l'image martelée partout, jusque dans les assiettes des dignitaires de l'Europe entière. La manufacture de Sèvres figure dans la stratégie napoléonienne au même titre que les tableaux, parce que on va fabriquer de la vaisselle. Et là encore, on retrouve un instrument de propagande, car sur cette vaisselle, on va trouver le visage de Napoléon, celui de Joséphine, celui de Marie-Louise ensuite, et ces magnifiques services de Sèvres vont être offerts aux souverains européens pour montrer le luxe du style empire, le luxe de Napoléon. En 1805, l'empereur s'intéresse à une autre spécialité de Sèvres et va s'acheter des biscuits. Pour obtenir ces petites sculptures, on tapisse un moule de pâte de porcelaine. On cuit. Et enfin, on peut sortir le même modèle autant de fois qu'on le veut. De 1805 à 1814, Sèvres sort des dizaines de reproductions de ce buste signé Chaudet. Des biscuits, comme des petits pains. Napoléon va utiliser cette image pour la diffuser en France, c'est-à-dire par exemple la plupart des bustes, des petits bustes sont envoyés dans les préfectures qui viennent d'être créées justement pour organiser l'État et la France. Donc on envoie ces bustes comme aujourd'hui on peut avoir le portrait de notre président dans chaque mairie. Ce culte massif de la personnalité va prendre un tour plus viril. 1806, Napoléon entend célébrer sa victoire d'Austerlitz. Il fait donc construire une colonne au milieu de la place Vendôme. Le socle étant en pierre corse, le décor en bronze, fondu à partir de 130 canons pris à l'ennemi. Pour le sommet, il commande cette statue de Chaudet. Napoléon domine Paris à 44 mètres de haut. N'en jetez plus. Napoléon disait, ce que je recherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et ce pas a été souvent franchi dans le culte de Napoléon. Ça dégénère franchement à partir de 1808-9. Hein. Jusqu'en 1807-8-9, il y a une sorte de sobriété, il fait un petit peu attention. Et à un moment donné, après le traité de Tilsit, où il soumet la Russie, et donc techniquement il est le maître de l'Europe, quoi, une ambiance générale de retour à l'ancien régime, qui va avec une multiplication du culte de la personnalité, une intensification, qu'il en ajoute dans la multiplication du côté le plus sucré de la monarchie, quoi. Dans l'Empire des années 1810, il est presque impossible de résister à ce culte total. Pourtant, des critiques commencent à circuler, mais uniquement sous le manteau. Ça, c'est un recueil qui a été fait par quelqu'un qui, à l'époque, a conservé une grande partie des caricatures qui ont circulé en France, en Angleterre, en Italie.
Ce sont des caricatures qui sont très, très osées. Elles sont très, très crues. Hein. Donc là, on voit Napoléon nu dans une baignoire avec du sang à l'intérieur. Et le texte, c'est « Le tyran de la France, dans une baignoire de cristal, fait couler tour à tour le sang et les larmes des Français. Il se plaît à nager au milieu. » Quand on voulait le dégrader, on le limitait au chef de guerre qui tue des soldats. Donc là, vous en avez une, par exemple, on voit Napoléon sur le trône, mais pas sur le même trône. On lui offre sur un plateau, en fait c'est les plateaux, et on lui offre sur un plateau des soldats qu'il avale et il défecte des rois, puisqu'il a mis tous ses frères sur les trônes d'Europe. Les caricatures françaises, il valait mieux pas en avoir trop chez soi. Bon, elles sont assez rares parce que justement, c'était dangereux de les faire circuler. Vous êtes toujours sous l'œil de l'empereur. Le régime est indiscutablement non seulement un régime policier, mais un régime de censure. Napoléon veut tout contrôler. Donc tout ce qui est produit de manière culturelle est contrôlé. Mais il y a des choses qui sont plus faciles à contrôler que d'autres. 60 journaux sont supprimés et on va rétablir une censure symboliquement confiée au ministre de la police générale. Les salons littéraires, les ateliers des artistes sont surveillés, comme d'ailleurs dans toutes les couches de la société. Il y a ce qu'on appelle les mouches, donc les espions rémunérés par la police qui rendent compte de ce qui se passe, de ce que l'on dit, des rumeurs, des nouvelles, et qui permettent souvent de signaler qu'un tel est en train d'écrire une chanson contre l'empereur. L'extrême attention de Napoléon à tout contrôler et à éviter que le moindre esprit critique puisse exister, corsette complètement les productions littéraires. Napoléon disait qu'il avait 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Elle est dangereuse parce que sa pensée est puissante. Napoléon a décrété la mort de son existence littéraire. Madame de Staël, l'histoire d'un esprit trop libre pour Napoléon. Exilé de force, loin de Paris, en Suisse. Au château de Coppet, nous retrouvons sa descendante directe, Madame d'Aussonville. Elle nous a confié l'histoire d'une guerre d'influence qui débute à Paris, en 1797. À Paris, Madame de Staël a ouvert un salon et elle reçoit tout ce qui compte à cette époque-là, tant dans les cercles littéraires que dans les cercles politiques. Madame de Staël est déjà une femme moderne, en ce qu'elle a une vie d'artiste, enfin d'écrivain plus exactement, en ce qu'elle exprime ses opinions et qu'elle sort de la sphère domestique, privée. Et alors, elle rencontre en 1797 Bonaparte. Elle va faire une cour empressée à Bonaparte. Elle va faire une cour empressée, mais Bonaparte aura un mot très cruel, elle est trop laide. 1803, Madame de Staël aggrave son cas. Son livre, Delphine, l'histoire d'une jeune veuve brisée par les conventions, va lui coûter très cher. Tout le livre est politique, puisqu'en fait elle propose une vision de la société qui va à l'encontre absolue de la vision de la société que veut installer Napoléon. Alors il y a le droit au divorce, la liberté d'expression. Pour Napoléon, les femmes, c'est très simple, elles sont à la maison. Elle dit, la femme la plus admirable est celle qui a le plus d'enfants. Il a réécrit le Code civil quand même, où il y a le Code civil pour les femmes n'est pas compatible avec la pensée de Staël sur la liberté pour une femme de faire ce qu'elle a à faire, surtout si elle a du génie. Impitoyable, Napoléon condamne la fauteuse de troubles à une mort sociale. Napoléon va l'exiler à Coppet, avec comme objectif de la faire taire.
Mais ce faisant, il va finalement provoquer le contraire, puisque à Coppet, elle va installer le centre de toutes les oppositions à Napoléon. Exilée à Coppet, Madame de Staël a attiré à elle tous les grands esprits du temps. Alors il y avait Chateaubriand, Lord Byron, Benjamin Constant évidemment, Madame Récamier, le prince de Prusse. Le groupe de Coppet se caractérise par le libéralisme politique, donc une critique permanente de la tyrannie napoléonienne. Napoléon voit rouge. En 1810, il ordonne saisie et destruction du nouveau livre de Madame de Staël, intitulé « De l'Allemagne ». Toute sa vie, la romancière a eu peur. À quelques kilomètres de Coppet, des documents singuliers en attestent. Des manuscrits codés pour échapper à la police impériale. Alors nous avons ici des manuscrits extrêmement émouvants, puisqu'il s'agit des 10 années d'exil de la main de Madame de Staël. Elle a crypté tout son manuscrit en déguisant les noms et les lieux des personnages qu'elle évoquait. Nous allons lire un passage particulièrement déguisé. Cette impression fut si forte en moi que lorsque Cromwell, Donc Bonaparte, à son retour d'Écosse, d'Égypte en fait, se mit à la tête de l'armée anglaise, des affaires de France, je pressentis en lui le despotisme, comme la nation entière peut le voir aujourd'hui. Le mot liberté est un des mots qui a régi toute la vie de Madame de Staël. Elle est morte en disant qu'elle avait aimé Dieu, son père et la liberté. Sous Napoléon, il y a eu certes des poètes qui se sont vus démis de leurs fonctions administratives parce qu'ils critiquaient le régime. Bon, mais ça n'a pas emprisonné. Madame de Staël, qui avait des différends personnels, mais aussi financiers avec le gouvernement impérial, a été invitée à aller habiter chez elle, au fond, à Coppet. On lui a demandé de s'éloigner de Paris et de ne plus venir cacter dans les salons. C'est quand même pas non plus le goulag. Hein. À Paris, un journaliste connaît par cœur ce face-à-face entre l'empereur et les artistes. Alain Duhamel ne s'est jamais vraiment remis de sa rencontre avec Napoléon. Alain Duhamel, c'est vrai que votre coup de foudre pour Napoléon remonte à vos 5 ans. Oui, c'est vrai. Dans le jardin de mes parents, il y avait du gravier, ça permettait d'organiser des forteresses, etc. Et je reconstituais les batailles. Mais contrairement à lui, moi j'ai gagné Waterloo un nombre de fois. Et alors ça vous l'avez depuis l'enfance ou... Non, non, pas du tout. Disons que c'est un hobby. Et chaque fois qu'on veut vous faire plaisir, on vous offre une figurine de Napoléon, c'est ça? Oui, enfin ma femme. Ma femme m'offrait ça quand elle considérait qu'un livre que je publiais était réussi. Bon, je peux te dire d'autant plus que si vous regardez le nombre de figurines qu'il y a et le nombre de mes livres, ça prouve qu'il n'y en avait qu'un sur 2 qui lui plaisait. Vous comprenez pourquoi Napoléon fascine autant? Alors, ce qui me fascine chez lui, c'est cette volonté éperdue de modernisation. Je préfère de beaucoup Bonaparte à Napoléon. D'abord parce que Napoléon, il y a aussi des défauts que je n'aime pas du tout. Côté dynastique familial que je trouve grotesque, des erreurs énormes, des fautes de goût permanentes, et puis un hubris qui n'en finissait pas. Pour le reste, le consulat, pour moi, c'est vraiment c'est l'embryon de la France contemporaine. Tout ce qui a grandi en France et tout ce qui a structuré la France, c'est lui qui l'a inventé. Sa légende aussi a été fabriquée en partie par la propagande des artistes. Pour asseoir un prestige, il fallait organiser une publicité. De ce point de vue, aujourd'hui, ceux qui font du lobbying sont des enfants à côté de lui. C'était le roi du marketing. Ah, c'était incroyable. Et puis en plus, avec sans vergogne. Quelle est pour vous la plus grande réalisation culturelle de Napoléon? Je pense que sa plus grande réalisation culturelle, c'est l'accumulation d'œuvres d'art souvent remarquablement bien choisies, qu'il a par des moyens contestables, souvent légaux, on ne le dit jamais. Souvent, c'était détaillé tableau après tableau dans des traités internationaux à la fin de guerre. Mais bon, il faut dire les choses comme ça, c'était une rafle aussi.
Bon, mais la France est illuminée par les tableaux que Napoléon a rapportés, disons. Rapportés. Voilà. Bon, et complétés par des tableaux qu'il a lui-même suscités, parce qu'il y a une bonne peinture napoléonienne. Alors que je n'en dirai pas autant en ce qui concerne le mobilier, mais enfin bon, chacun ses goûts. Après sa chute en 1815, Napoléon finit sa vie exilé à Sainte-Hélène. L'aigle déchu y abat sa dernière carte. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, ses mémoires qu'il dicte à Lascaz, l'un de ses fidèles, l'influenceur remet en scène toute son histoire. Après avoir construit sa légende, quand il était Napoléon, il a bâti, façonné dans les moindres détails ce qui allait être son mythe après sa mort. Et il va réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a gagné à Waterloo. Bien sûr. Si on en croit ce qu'il écrit. Il était décidé à laisser une marque absolument impérissable. C'est assez prodigieux. 1821, Napoléon est mort. La monarchie est de retour. Mais l'influenceur va très vite renaître de ses cendres, porté par une nostalgie romantique. Vous avez évidemment un courant romantique qui développe une idée du spleen, d'une sorte de mal-être qui serait une sorte de gueule de bois après les moments euphorisants de la Révolution et de l'Empire. Et c'est en réaction face à cet ennui, face à cette grisaille, presque cette noirceur, que va éclore une légende napoléonienne. On regrette les guerres, la gloire, la domination sur l'Europe, un moment où on se sentait en fait exister, un peu amoureux avec son pays, quoi. Et donc Napoléon devient lui-même l'animateur numéro 1 de ce passé que l'on regrette. Napoléon ressurgit d'abord en secret. Sa silhouette vient se glisser discrètement dans d'étranges objets, comme ce pommeau de canne en ivoire qui cache un profil reconnaissable entre mille. Naissance d'un culte du héros disparu. Cette reproduction de son tombeau recèle de stupéfiantes reliques, des feuilles de son jardin au gravier qu'il aurait foulé, jusqu'aux mèches de cheveux de l'empereur défunt. Son ascension fulgurante, sa chute vertigineuse, au 19e, tout est réuni pour faire de lui un héros de roman. Alors vous avez deux catégories de littérature qui vont permettre à Napoléon de devenir un héros. Vous avez celle où les héros des livres adorent Napoléon, Stendhal par exemple. Et vous avez une deuxième catégorie de livres, beaucoup plus amusante d'une certaine façon, qui sont celles où Napoléon est le héros des livres. Donc en fait, des écrivains vont se payer Napoléon dans leur casting. Sa vie est une tragédie grecque. Il part de rien, il arrive tout en haut, il revient tout en bas. C'est génial à raconter. Victor Hugo, qui va se mettre à écrire de longs poèmes à la gloire de Napoléon, après d'ailleurs l'avoir détesté. Alors ça, c'est un poème écrit par Victor Hugo au moment du retour des cendres, donc en décembre 1840. Ciel glacé, soleil pur. Ô brille dans l'histoire du funèbre triomphe impérial flambeau, que le peuple à jamais te garde en sa mémoire, jour beau comme la gloire, froid comme le tombeau. Hugo est présent dans la foule. Il va assister au défilé funèbre qui est absolument somptueux en l'honneur de l'empereur. Il y a toujours cette idée que Napoléon a été glorieux, Napoléon a été un grand chef d'État. Donc les romantiques sont tous enthousiasmés pour Napoléon et Napoléon devient le personnage phare, le personnage clé. On est parti vers la légende. À partir des romantiques, la légende dorée de Napoléon rayonne. Les sculpteurs français comme François Rude le magnifient. Mais le plus grand d'entre eux va faire mieux en examinant la conscience de Bonaparte. De Rodin, on connaît son penseur, son Balzac. Beaucoup moins son Napoléon, chef-d'œuvre mystérieux, disparu des radars.
Il s'agit d'un buste en marbre, un marbre de Carrare, qui fait à peu près 80 cm de haut, un peu plus grand que nature. On pourrait dire que Rodin ajoute une page à la légende de Napoléon. Ce qui l'intéresse, c'est de traduire le caractère de ce grand homme, son tempérament. Sur cette photo conservée au musée Rodin, le maître pose avec le buste qu'il a mis 6 ans à engendrer. 6 ans pour s'approcher au plus près de la psychologie de Bonaparte. On conserve dans les archives du musée Rodin un ensemble de documents qui ont été collectés du vivant même de Rodin et qui permettent de nous renseigner sur la genèse de cette œuvre. Il va se constituer une sorte de musée de poche, de documentation. Rodin disposait dans son atelier de ce masque mortuaire de Napoléon qui a été pris sur son lit de mort, et ça lui permet de fixer les traits de Napoléon. Il est question pour lui de s'emparer du modèle. Il est question d'amasser un maximum d'images, et il va progressivement dépasser ces modèles pour faire œuvre de création. Le sculpteur modèle ses premières ébauches en terre cuite, puis en plâtre. Il s'intéresse aux costumes de Bonaparte. Ses dessins de sa main en attestent. Enfin, il façonne ce plâtre préparatoire, saisissant de présence. On voit uniquement le visage de l'empereur avec une sorte de linceul ou de toge, on ne sait pas trop, mais ça éclipse complètement l'uniforme donc de général et on se concentre sur le visage. Splendide, ce buste en plâtre n'est pourtant qu'une ébauche. Le marbre final lui connaît un destin rocambolesque. Acheté par une collectionneuse américaine en 1910, il disparaît, perdu, pendant un siècle. 2014, une stagiaire de la mairie de Madison dans le New Jersey remarque ce buste, oublié dans un coin de la salle du conseil municipal. Stupeur, effervescence, le Napoléon de Rodin est exposé furtivement à Philadelphie. Sauf qu'il disparaît à nouveau, racheté en toute discrétion par un collectionneur privé. Ce chef-d'œuvre perdu, nous l'avons retrouvé. Dans une banlieue tranquille de l'ouest de New York, à Clifton, dans cet entrepôt sécurisé qui abrite des centaines d'œuvres d'art. Vas-y, glisse-toi sous la caisse blanche. Now that side. C'est presque comme enlever les bandelettes d'une momie. Jusqu'à maintenant, je ne l'avais vu qu'en photo, pas encore en vrai. Il faut encore porter le marbre de 350 kilos sur son socle. On prend toutes les précautions, même plus que nécessaire. C'est comme si on manipulait un Picasso ou un Mondrian. Le propriétaire de ce buste inestimable ne souhaite pas dévoiler son identité. Voici Napoléon enveloppé dans son rêve. Yeux grands ouverts, un Bonaparte méditatif. Un portrait psychologique. La tête émerge de ce drapé, de cette nuée que l'on aperçoit en partie inférieure dans le marbre. Il s'agit surtout d'une vision intérieure, de l'apparition donc de cette conscience, de la conscience de son propre génie et de l'œuvre qu'il va accomplir. Et c'est cette notion de génie qui probablement intéresse Rodin. Au XIXe siècle, le mythe de Napoléon semble gravé dans le marbre. Mais au XXe, sa légende va prendre une nouvelle dimension.
a un art que Napoléon avait ignoré et pour cause, c'est le cinéma. Et le cinéma va s'emparer de Napoléon, va en faire l'un des personnages les plus représentés à l'écran, puisque l'on a pu recenser plus de 1000 films ou téléfilms consacrés à Napoléon. Jean Tullard vous dirait 1000 films. Il l'a dit. Il l'a dit, bon. Alors il était assez naturel qu'avec l'apparition d'un nouvel art, l'une des figures à laquelle il fallait se confronter, c'était celle-ci. C'est pour ça qu'à partir de la naissance du cinéma, presque, et dès Louis Lumière, l'une des toutes premières figures qui émerge, c'est celle de Napoléon. 1897, face à la caméra des frères Lumière, l'empereur est furieux contre le pape qui lui résiste. Napoléon pique la première colère de l'histoire du cinéma. 30 ans plus tard, un génie précurseur va faire briller la légende napoléonienne comme jamais. 7 avril 1927, le cinéaste Abel Gans projette son Napoléon pour la première fois à l'Opéra Garnier. Napoléon est un paroxysme dans son époque, laquelle est un paroxysme dans le temps, et le cinéma, pour moi, est le paroxysme de la vie. Le film dure 7 heures. Le public est en transe. Lors de la première apparition de Bonaparte, les 2000 spectateurs se lèvent et entonnent la Marseillaise à tue-tête. Mais cette toute première version de ce film légendaire, personne ne l'a vue depuis près d'un siècle. Alors, dans cet ancien fort militaire, une équipe de la Cinémathèque française prépare sa résurrection. C'est un endroit extraordinaire pour travailler sur une légende, pour retrouver les fantômes du passé. Au début, ça devait être un inventaire de 3 mois et cela fait 12 ans qu'avec mon équipe, je travaille à la restauration du Napoléon d'Abel Gans. Les copies de ce chef-d'œuvre du muet ont été éparpillées dans le monde entier. Georges Mourier et ses équipes ont mis 12 ans pour les retrouver avant de restaurer ce long métrage de 7 heures, image par image. Ici, vous avez une copie d'exploitation de la Traviata. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bobines de 600 mètres. Ça, c'est un film, nous dirons, normal. OK ? Pour vous donner une idée du volume d'éléments auxquels nous avons dû travailler, il faudrait que, de vous à moi, je me recule d'autant pour dire que environ le millier de boîtes que nous avons expertisées doit représenter environ jusqu'ici. Ce qui veut dire que tout il a fallu les dérouler, les renrouler, les capter, les observer. Bref, là aussi, on est dans la démesure. Le titre du film, c'est Napoléon vu par Abel Gans. C'est pas Napoléon, c'est Napoléon vu par Abel Gans. Donc partant de là, je veux dire, tout est dit. C'est une pure création. Et c'est une création magnifique qui a été accusée de tous les maux par la gauche française au moment de sa sortie, mais qui au fond reste comme cette espèce de fresque invraisemblable, y compris aujourd'hui, sur cette épopée. Abel Gans, en fait, se fiche de la vérité historique. Il est intéressé par quelque chose qui aurait à voir avec la pure énergie, qui trouve les moyens techniques pour en rendre compte. Dans le film tel qu'il existe aujourd'hui, on a quand même, je ne sais pas exactement la durée, mais on a des dizaines de minutes qui sont juste une bataille de boules de neige. Dans cette séquence, tout juste restaurée, Abel Gans exalte le génie précoce de Napoléon. La voici, en avant-première. Gans veut montrer que c'est pas simplement descriptif, une bataille de boules de neige. Il veut montrer combien l'enfant a
dans sa tête, en restant immobile, vous voyez combien il fait le contraste entre l'enfant déchaîné et l'enfant sage, qui lui a la maîtrise de la bataille. Napoléon a la maîtrise de l'espace, de ses troupes, et il va avoir d'abord ce que l'on va appeler un temps de réflexion. Voilà, vous avez le visage impassible de l'enfant avec toutes ses troupes qui s'animent. Et Gans va pratiquer la multiplicité des surimpressions. Vous voyez, regardez, il y a au moins 6 visages. Voilà. Et chaque mouvement du visage est un mouvement de pensée parce qu'il ne sait pas encore dans quelle direction aller au niveau de sa stratégie, qui commandait et quoi. Et là, maintenant, voilà, ça va être le décideur et les acteurs. Le décideur, l'acteur. Voilà, vous voyez l'enfant peu à peu qui sourit parce qu'il sent que la victoire va arriver. Et Gans ne se gêne pas. Gans fait confiance au public et il l'emmène dans cette frénésie. Là, là, là. Et il va aller jusqu'à mitrailler le public de cette frénésie de joie jusqu'à donner le signal de l'assaut final. Voilà. Et à la fin, une image égale un plan. Et voilà. Et on envoie l'assaut. Et il est totalement dans la légende de Napoléon, là. Complètement dans la métaphore la plus totale. Gans insiste beaucoup sur l'aspect mental de Napoléon. Et non pas quelqu'un qui donne des ordres et les autres exécutent. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Les cinéastes français sont plutôt dans la légende dorée, parce qu'en France, Napoléon a plutôt laissé des bons souvenirs. Dans le reste de l'Europe, il n'a pas forcément laissé des souvenirs aussi positifs. Donc évidemment, les artistes, et tout particulièrement les cinéastes étrangers, vont plus avoir tendance à voir le côté légende noire de l'empereur, plutôt que le côté légende dorée. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, parmi les films, et le projet de film de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin s'intéresse à Napoléon, je dirais, comme un Anglais. C'est-à-dire qu'il s'insère dans un rapport de haine, fascination, mépris pour Napoléon qui est extrêmement fort. Il a imaginé un film consacré à Napoléon, où Napoléon s'évadait de Sainte-Hélène et arrivait en Europe, où il faisait un grand discours pour demander la paix dans le monde. Napoléon obsède Chaplin pendant 10 ans. Il rédige plusieurs versions du scénario et en 1930, il se glisse même dans la peau du personnage pour quelques photos. Dans ses notes, il écrit « Sa pose, sa main dans la veste, son œil triste et perçant m'interpellent plus encore que la figure du Christ. » Mais en 1936, Chaplin doit changer ses plans. Il bute manifestement sur plusieurs difficultés, celle du film en costume, du film historique, avec des reconstitutions, etc. C'est forcément des coûts extrêmement importants. Et d'une certaine manière, quand Hitler arrive, il a trouvé mieux que Napoléon pour faire exactement ce qu'il voulait. Et il va transformer Napoléon dictateur en Hitler dictateur. Ce sera le dictateur. Das Strats mit Sekretenten da, in seiner Trats mit Skedan, meine Täter wieder strafen, die strafen, sie strafen. Il peut traiter des sujets qui l'intéressent chez Napoléon, avec un sens de l'urgence qui n'est pas le même, parce que la situation historique est différente. C'est-à-dire que là, il y a un combat à mener, et qu'effectivement, il peut le mener. Pourtant, l'ombre de l'empereur plane sur le dictateur. Car dans son scénario abandonné, Chaplin a puisé plusieurs scènes d'anthologie. Alors, il y a évidemment une scène mythique qu'on retrouve dans le scénario du Napoléon qu'on va retrouver dans Le Dictateur, qui est un Napoléon qui se penche sur une map monde en regardant le monde avec envie, en se demandant quel nouveau pays il va pouvoir envahir. Déjà, on voit dans ce début de séquence ce qu'il évoquait déjà au scénario, avec ce regard qui porte très intense sur la map monde. Of Caesar, of Nolus, Emperor of the world. Il parle évidemment de l'empereur, et donc on est déjà dans ce lien très direct avec ce Napoléon écrit. Et là démarre cette séquence merveilleuse qui est désormais mythique dans l'histoire du cinéma.
Un autre clin d'œil, celui-là quasiment plus appuyé à Napoléon dans Le Dictateur, c'est qu'à un moment, il rencontre un autre dictateur qui s'appelle Benzino Napoleoni. My friend. Et donc là, on est dans la fusion de Mussolini et de Napoléon, qui incarne ce dictateur qu'il va rencontrer, aussi dans cette scène mythique, et qu'il tourne effectivement pas mal en ridicule à ce moment-là. Your Excellency, won't you sit down? Oh, shoot. Comme Chaplin, les artistes du XXe siècle semblent partagés. De Napoléon, faut-il retenir la légende noire ou dorée? Dali le représente en quasi-démon. Magritte, comme un songe. Pour eux, Napoléon est avant tout une ambiguïté. Pour les artistes, c'est difficile de prendre parti pour Napoléon, parce que Napoléon est porteur d'une charge qui le dépasse lui-même, qui est une charge politique. Alors ça dépend des moments, parfois Napoléon est plutôt à gauche, il peut être accepté, puis hop, il repart à droite, et puis il revient, ça dépend des moments. Mais en tout cas, s'emparer de Napoléon, ça veut dire quelque chose. Si Napoléon n'est pas très consensuel dans les discussions d'ordre politique, il est très consensuel dans les discussions d'ordre artistique. On se rend compte que dès qu'il y a une création d'ordre artistique relative à Napoléon, elle fait largement consensus et elle déborde de très très loin le cercle des fans, aficionados. Elle touche les gens dans ce que ça a de plus spontané, quoi. En 1974, Napoléon va remporter une victoire très inattendue. Et de nouveau, envahir l'Europe. C'est bon ça, Tu peux danser? La musique me chante variété, je ne connais pas bien. C'est là-bas? C'est quoi dans la chanson déjà? Waterloo. Eurovision 1974, ABBA, quelque chose d'exceptionnel. Napoléon superstar, évidemment. En avril 1974, c'est la bombe ABBA qui explose au concours de l'Eurovision avec la chanson Waterloo, qui commence par une phrase historiquement fausse. À Waterloo, Napoléon dut se rendre. Napoléon ne s'est pas rendu à Waterloo. Il a pu quitter le champ de bataille, mais bon. C'est une chanson qui évidemment ne parle pas de Napoléon, elle parle d'un amour déçu et qui est une sorte de Waterloo du cœur. Cette chanson ne parle pas de Napoléon, certes, mais elle s'est bien servie de lui pour gagner. À Stockholm, personne n'a oublié ce tube devenu mondial. On a même édifié un musée pour ce groupe culte. Ici, vous retrouvez leur tenue disco inimitable et quelques-uns de leurs innombrables disques d'or. ABBA a vendu un demi-milliard d'albums. 3e total de l'histoire derrière les Beatles et Elvis Presley. Indirectement, on peut dire que nous avons gagné l'Eurovision et par voie de conséquence conquis le monde grâce à Napoléon. Tout grâce à lui. Cette conquête est donc le fruit d'une stratégie et celui qui l'a imaginé, c'est lui. Quand vous participez à l'Eurovision, vous devez trouver une chanson qui parle à toute l'Europe. Pourquoi pas un grand événement historique? Pourquoi pas une bataille célèbre qui serait une métaphore pour raconter une défaite amoureuse? Alors on s'est mis à chercher des batailles en Europe, des batailles célèbres. Austerlitz? Non, ça ne fonctionnait pas. Donc on a opté pour Waterloo.
Mais tout de suite, on s'est dit, attention, ça va peut-être irriter les Français. Mais ça marchait si bien qu'on a pris le risque. Vous savez, d'obtenir 0 point du jury français, ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs. Napoléon nous a vraiment aidés. Je veux dire, même notre chef d'orchestre était déguisé en Napoléon. Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon. Cela a permis que les gens se souviennent de nous, avec nos tenues bizarres, mais aussi grâce à ce Napoléon, chef d'orchestre. Donc oui, je lui suis très reconnaissant de nous avoir aidés et surtout d'avoir autant d'ennemis en Europe. Napoléon intègre parfaitement tous les stéréotypes du Français, et généralement ceux qu'on n'aime pas à l'étranger. Donc c'est assez facile de se moquer des Français en se moquant de leur grande figure. Oui. Ça marche très bien. Oui, d'accord. Oui, on fait danser l'Europe sur une défaite française. Mais vous savez, Waterloo, est-ce que c'est pas la plus belle défaite française quand un auteur l'a appelée la défaite glorieuse, vous voyez, alors que c'est, sur le plan militaire, c'est une catastrophe absolue. Hein. Waterloo, c'est avant tout l'histoire du détournement d'une marque. J'aurais dû faire l'interview comme ça, en fait. Napoléon était un génie du marketing. Il a construit la marque Napoléon, mieux que tous avant lui. Je veux dire, Jules César, par exemple. Tous ces types ne lui arrivent pas à la cheville pour construire une marque. Il était comme un phare, il sortait du lot comme personne. Longtemps, les artistes français, eux, n'ont pas osé s'attaquer au mythe. Mais aujourd'hui, une révolution est en marche. On peut descendre comme ça, on va y arriver. Aux Invalides, un plasticien s'affaire autour du Saint des Saints, la dernière demeure de l'Aigle. C'est un peu étrange de se retrouver aussi proche et au-dessus du tombeau de Napoléon. Dans la main de Pascal Convert, un fémur et une côte en plastique polyamide. Ils appartiennent à Marengo, le cheval mythique de Napoléon. En tout cas, voilà, moi je veux voir quel est le rapport entre la couleur blanche de l'ossement de Marengo et le quartzite du tombeau. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça se réfléchit dans l'espace. C'est très très important qu'il ait cette forme de légèreté. Voilà, que par rapport à la lourdeur, à la fois physique et symbolique des lieux, c'est l'animal qui ramène une fragilité. Et là, je vais redescendre parce que j'ai le vertige. Bientôt, Pascal Convert suspendra le squelette entier du cheval au-dessus du tombeau de son cavalier. Quand le spectateur va rentrer par le porche d'entrée, par la porte de Louis XIV, en fait, il va avoir le cheval qui va être à peu près à cette hauteur du visiteur. Il va s'avancer, mais il va se dire qu'est-ce que c'est ça? Parce que sinon, le visiteur va aller, comme c'est prévu dans ce bâtiment, dans cette architecture, il va aller vers l'aspirateur, c'est-à-dire en fait la fosse dans laquelle se trouve le tombeau de Napoléon derrière moi. Depuis 1840, la disposition des lieux impose à chacun de s'incliner devant la sépulture. Avec Marengo suspendu, fini la révérence. Cette installation sera bientôt le clou d'une exposition d'art contemporain organisée par Éric de Chassé. C'est de la folie, ils sont fous. Vous savez, ils vont suspendre un cheval en plastique au-dessus du tombeau de Napoléon. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Une espèce de bucéphale en plastique, nécropole nationale, confiée à la garde de l'armée française, et on suspend des chevaux en plastique au-dessus du tombeau de Napoléon. C'est un geste en réalité extrêmement respectueux de Napoléon, c'est-à-dire passer par l'animal pour retrouver ce qu'il y a d'humain
dans Napoléon, et en particulier dans cet endroit qu'est le Dôme des Invalides, qui est démesuré, dans lequel, en tant qu'être humain, on se sent vraiment tout petit, c'est de retrouver une échelle. En faisant ce geste-là, je crois que ce que fait Pascal Convert, c'est paradoxalement de réhumaniser Napoléon. Et je pense que là, on est dans des problématiques qui sont évidemment extrêmement contemporaines. Car avec Napoléon, la controverse n'est jamais bien loin. Polémique artistique, polémique mémorielle, le bicentenaire de sa mort réveille des questions délicates. Napoléon l'influenceur risque-t-il le déboulonnage? De tout temps, Napoléon a suscité des controverses. Ces controverses correspondent toujours aux sensibilités de l'époque à laquelle elles apparaissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sensibilités contemporaines font apparaître d'autres questions qui doivent être traitées, qui doivent être discutées, qui doivent être étudiées. Évidemment, le statut de la femme dans le Code civil et bien sûr, le rétablissement de l'esclavage. Est-ce qu'on est toujours fier de notre histoire quand on a été le pays qui a soumis l'Europe entière, qui a causé des centaines de milliers de morts? Est-ce qu'on est encore fier de notre histoire quand on se dit que finalement Napoléon incarne à merveille une époque hyper macho? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ce personnage apparaît aujourd'hui comme un dictateur contesté, critiqué, mais en même temps, c'est un personnage qui a fait la grandeur de la France et qui donc fait partie de cette histoire de France, et on ne peut pas effacer le souvenir de Napoléon. I always wanted to do this. Napoléon l'influenceur, l'inventeur de sa propre légende, fut le maître des artistes de son temps. Il inspire encore ceux d'aujourd'hui. Une exception culturelle. Il est assez normal que l'art s'empare d'un tel homme. Je pense qu'il est en soi artistique parce que il est la figuration d'une chose qui est en nous tous. On rêve tous de pouvoir soumettre la vie en permanence. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire tout au long de notre vie. De la soumettre, de se débarrasser des obstacles. Regardez Napoléon, ça nous projette sur quelque chose qui est absolument compréhensible par tout le monde. C'est cette notion de destin. Je ne pense pas qu'il y ait de personnages qui aient autant marqué de leur empreinte, non seulement leur époque, mais les époques suivantes. Napoléon, c'est un mythe parce que c'est la grandeur puis la chute. Or, c'est dans ce contraste que naît l'épopée napoléonienne. Sa mémoire et son épopée restent évidemment dans notre inconscient collectif, et c'est probablement le génie qu'il a eu. Et ce qui est formidable avec Napoléon, c'est que c'est une figure qui a été tellement forte, c'est quelqu'un qui a eu une telle influence sur son temps que l'on peut retrouver des leçons utiles à méditer, même à notre époque.